Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et bonjour sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin la 5e séance publique de la 2e session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2017. Et en Afghanistan, 50 personnes au moins ont trouvé la mort dans une vague d'attentats dont 5 humanitaires émiratis. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. À l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin la 5e séance publique de la 2e session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2017. 2 projets de loi et une proposition de résolution soutenant l'Azerbaïdjan ont été examinés et adoptés. Cette session a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Elle a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. 2 projets de loi et une proposition de résolution prise à l'initiative du Parlement étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance. Les députés ont d'abord examiné le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le programme de gestion des eaux et des sols. Ce programme qui interviendra dans plusieurs régions de l'intérieur répond à un objectif de développement consistant à améliorer durablement l'accès de ménages ruraux à l'eau et doit leur permettre de s'adapter au changement climatique. Sa finalité est de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie et de contribuer à réduire la pauvreté dans les zones rurales. Le second projet examiné par les députés portait sur l'approbation d'un accord de Dan pour le financement de la construction d'un barrage en aval du village de Wea. Cet accord a été établi entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Les objectifs spécifiques de la construction de ce barrage sont de protéger la population de la capitale et ses infrastructures économiques, portuaires, ferroviaires et zones franches contre les crues dévastatrices, de dégager une assiette foncière de près de 450 hectares dans le delta de l'Oued. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Fermeté, le meurtre inhumain et horrible qui a touché une famille djiboutienne dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier au quartier 7. En mon nom propre et au nom de l'ensemble des parlementaires, je voudrais exprimer les sentiments de vives et des sincères condoléances les plus attristées à l'ensemble des proches du père, de la mère et des jeunes filles sauvagement assassinées par ces criminels et souhaiter un prompt rétablissement à la petite fille blessée. Mesdames et messieurs, je voulais également vous informer la présence parmi nous aujourd'hui d'une délégation de haut niveau de l'Union interparlementaire composée du député français René Rouquet, du député de Burkina Faso Alphonse Nombré, du député de Burkina Faso Alphonse Nombré, de Monsieur Marcin Buzanski, expert parlementaire polonais, et Monsieur Jonathan Lang, chargé du programme de coopération technique de l'Union interparlementaire. Donc, ils sont en visite de travail dans notre pays sur notre invitation. La visite des membres de la délégation de l'UIP fait suite à ma rencontre à Genève, en Suisse, au mois d'octobre 2016 dernier, du secrétaire général de l'Union interparlementaire, M. Martin. Ils sont donc venus à Djibouti pour évoquer avec nous les aspects relatifs d'une collaboration entre l'Union interparlementaire et notre Assemblée nationale et pour poser les bases solides d'une coopération fructueuse entre nos deux institutions dans le domaine du renforcement des capacités des parlementaires et du personnel administratif parlementaire. Au cours de cette session, un débat s'est engagé entre parlementaires et membres de l'exécutif sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière. Les députés n'ont pas manqué de questionner les membres du gouvernement sur les différents points saillants des projets de loi soumis à leur approbation. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, ont fourni des réponses exhaustives aux diverses questions posées par les parlementaires. Et à l'issue des échanges, les 2 projets de loi
et la proposition de résolution soutenant, je le disais, l'Azerbaïdjan contre l'agression de la République d'Arménie ont été tous adoptés à une majorité écrasante. Le projet intitulé Progrès, bien que louable en principe, semble être extrêmement très compliqué quant à sa réalisation effective sur le terrain, compte tenu des multitudes de ramifications qui les caractérisent en théorie et dont autant les suivis que les contrôles qu'il prévoit ne seraient pas évidents. Un projet aussi inextricable que controversé, dont ni ceux qui sont censés le réaliser sur le terrain, et encore moins les dites bénéficiaires ne sauraient comprendre et appréhender dans cette forme. Pourquoi envisager un nouveau prêt de 8 millions pour le projet des Bicédro, alors que rien n'a été réalisé sur le terrain concernant le prêt précédent? Ce projet a différentes composantes. C'est un projet intégré parce qu'on ne peut pas vivre de l'agriculture, de la monoculture de la tomate uniquement. On ne peut pas vivre de l'élevage extensif uniquement reboisement, mais il faut combiner les deux. Il faut qu'il y ait de l'élevage et il faut qu'il y ait de l'agriculture. Pour qu'il y ait ces deux éléments principaux dans le domaine rural, il faut qu'il y ait la maîtrise de l'eau, il faut qu'il y ait des micro-barrages, il faut qu'il y ait des puits, des forages, des pompes solaires qui puissent alimenter l'agriculture, les palmiers dattiers, pas uniquement la monoculture de la tomate, des palmiers dattiers. Il faut aussi le petit élevage tel que les chèvres laitières qui ont été mentionnées, ainsi que des poulaillers. C'est combiner ces 4 composantes qui permet à un nomade converti en agro-éleveur de se sédentariser autour des points d'eau, autour des endroits où il y a des écoles, des dispensaires, pour vivre décemment, nourrir ses enfants, dégager un revenu et permettre à ses enfants d'aller au centre de communauté sanitaire le plus proche. Ce n'est que comme ça que nous pourrons fixer nos populations dans les terroirs de l'arrière-pays, dans les terroirs de l'intérieur. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui dans son cabinet le nouveau directeur général du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, M. Edouard Maloka, qui effectue une visite officielle de prise de contact dans notre pays. Créé en 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il s'est avéré utile à la réalisation des priorités du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, et des objectifs du millénaire pour le développement, l'OMD. Il s'agit d'un instrument établi d'un commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l'adoption des mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à l'accélération du processus d'intégration économique régionale. Le Premier ministre s'est dit ravi de recevoir le nouveau directeur général du MAEP, M. Edouard Maloka, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, a pris part à cette entrevue. Le nouveau directeur général du MAEP s'est également entretenu aujourd'hui avec le ministre de la Justice, M. Moumin Ahmed Cheikh. Le responsable du MAEP effectue une tournée de prise de contact avec les autorités du pays. Cette mission vise à évaluer la situation djiboutienne dans les différents domaines. Le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, a souhaité la bienvenue parmi nous au nouveau directeur et a expliqué la situation actuelle de notre pays, sa stabilité politique, sa croissance économique et ses efforts de développement. Cette rencontre a permis aux responsables du MAEP d'avoir un aperçu de la gouvernance à Djibouti. Et par la suite, le directeur du MAEP, professeur Edouard Maloka, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, en visite de travail à Djibouti. Le nouveau directeur du MAEP soutient la commission nationale du MAEP. Les performances en matière de stabilité politique, économique et sociale, gage
de tout développement harmonieux ont été discutés. Le MAEP se veut un instrument volontaire et accessible des États africains membres en tant que mécanisme d'auto-évaluation et de suivi. Cette prise de contact entre M. Edouard Malouka et le président de l'Assemblée nationale a permis de faire un bilan à mi-parcours du processus d'évaluation de la République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssef Sougué, a procédé ce matin à l'installation de la Commission nationale de la communication, une entité qui aura un rôle consultatif pour appuyer le ministère de tutelle à mieux gérer et harmoniser le travail des différents organes de presse, qu'il s'agisse de la presse écrite ou de l'audiovisuel. Les médias devront assurer une pluralité de l'information et s'ouvrir aux différents courants d'idées et de pensée. La création de la Commission nationale de la communication est inscrite dans la Constitution djiboutienne. Elle est formée de 9 membres issus des différents milieux, celui de la presse d'abord, mais également du monde de la culture, des arts et du spectacle, de la société civile qui représente les téléspectateurs et auditeurs, mais aussi les personnalités influentes ou du monde littéraire. Le pays n'est pas en reste, il suit donc son chemin sur la voie de la démocratie et des libertés individuelles, des libertés de la presse et des libertés de l'audiovisuel, comme je l'ai dit. Aujourd'hui donc est le jour où nous avons été officiellement donc installés. Je pense que au nom de toute la commission, le gouvernement au jour d'aujourd'hui a rempli son rôle, c'est de nous passer le témoin. À nous aujourd'hui de prouver aux Djiboutiens, à prouver à toutes les composantes politiques de notre pays, à tous les Djiboutiens qui nous attendent depuis si longtemps, qu'on serait à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée. Nous serons donc dignes des responsabilités qui nous ont été confiées. Et les 9 membres donc sont choisis à parité égale par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Communication. Vous avez suivi tout à l'heure Madame Ouloufa Ismaël Abdo. Elle a été élue ce matin présidente de la CNC par les autres membres de la commission. Suivant à présent le mot prononcé à cette occasion par le ministre de la Communication, M. Abdi Youssef Sougué, suite à l'installation de cette commission et de la désignation de sa présidente. Le ministre a beaucoup insisté sur la mise en place et les moyens de fonctionnement de la nouvelle entité. La réunion qui prenait fin tout à l'heure était destinée à la mise en œuvre ou bien à un thème concernant l'installation de la Commission nationale de la communication qui a été tant attendue par le peuple djiboutien, aussi bien par la majorité que par les partis de l'opposition. Sous la houlette du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, cette commission a été approuvée dans un conseil des ministres le mardi 8 novembre 2016, bien que la loi ait été déjà ratifiée par l'Assemblée nationale le 15 mars 2016. Le but de cette réunion était à ce que la commission puisse démarrer ses activités le plus tôt possible. Le gouvernement a fait de son mieux en leur permettant des locaux et tous les moyens avec lesquels ils pourraient achever leurs activités pour garantir le respect de la presse et préserver la vie privée. Ainsi, toutes les questions relatives à l'audiovisuel et les litiges dans ces domaines seront régulés et réglés par cette commission. Le gouvernement a passé les témoins à la commission. C'est à la commission maintenant de prendre les choses en main. Et dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis, a reçu ce matin dans son bureau une forte délégation conduite par le maire de la ville de Dire Dawa, M. Ibrahim Ousmane.
Cette délégation était accompagnée par le maire de la ville de Djibouti, M. Abdoulaye Youssouf Rayad. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et le renforcement des liens entre les deux villes dans les domaines techniques et culturels. Le président de la commune de Ras Dika, Ismaël Ousmane Farah, a également pris part à la rencontre. Et cette déclaration par le préfet d'Arta, suite à l'accident d'un lion qui a causé le décès d'une jeune dame ce matin à 10 h dans l'enceinte de zoo de Douda. Je vous propose de suivre le préfet de la région d'Arta, M. Abdoulaye Delaraki. À la suite d'un incident qui s'est produit ce matin à 10 h dans l'enceinte du zoo de Merjog, le refuge de Degan, où le lion qui était dans cette cage a été sorti. Il y avait une jeune femme qui a été morte suite à cette attaque et une écolière qui a été blessée. Pour cela, je dois transmettre mes condoléances le plus sincères à la famille du défunt. On doit également envisager de prendre les mesures nécessaires, des mesures administratives pour la fermeture provisoire de cette zoo. Donc, j'informe à la population de Demerjog que la situation est actuellement calme. Les lions sont dans leur cage, donc ne craignez rien et tout va bien, alhamdoulilah. Également, pour des raisons de sécurité, nous allons prendre les mesures qu'ils imposent, Inch'Allah. Voilà, vous l'aurez compris, la préfecture d'Arta qui a décidé de fermer le zoo provisoirement pour des mesures de sécurité, le temps d'établir une enquête et prendre des mesures de ce centre de refuge et qu'elle a l'accueil dans son paradis éternel. Également dans l'actualité, la direction de la santé de la mère et de l'enfant a clôturé un atelier aujourd'hui de formation d'une semaine sur la prise en charge intégrale des maladies des enfants. Cette formation a été destinée aux médecins généralistes opérant dans les centres de soins communautaires et ceux des 5 régions de l'intérieur. Elle s'est déroulée dans la salle de réunion du centre de santé communautaire du quartier 7. La prise en charge des enfants de moins de 5 ans sera désormais assurée par les médecins généralistes des centres de santé communautaires et des centres médicaux hospitaliers des régions de l'intérieur. Et ceci dans le cadre de l'accélération de la réduction de la mortalité infantile que le ministère de la Santé a mis en place. Le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Ahmed Rabla Abdileh, et la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Mme Nouri Ali Ahmed, ont dirigé la cérémonie de clôture de l'atelier de formation. De santé de Djibouti-Ville et les médecins venus du district. Il y avait les 5 médecins des districts et des médecins de Djibouti-Ville. Cette formation avait pour objectif de former les médecins sur la prise en charge, sur le protocole PCIMA, c'est-à-dire la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et de nouveau-nés aussi. C'était la volonté de notre ministre, Dr Jama El Mouki, qui a voulu que les enfants qui avaient été consultés par les infirmiers soient consultés par les médecins. Et c'est une bonne initiative, Inch'Allah. Et je pense qu'après cette formation, les enfants de moins de 5 ans vont être vus, consultés et suivis par des médecins. Également dans l'actualité, le centre Imon English Language a organisé ce week-end, dans la soirée donc, à l'UDC d'Al-Hiba, une cérémonie de sensibilisation sur l'importance de l'éducation de qualité de l'apprentissage. Le président de la commune de Balbala, les responsables de l'UDC, le conseil des quartiers, les jeunes et les moins jeunes de la commune de Balbala et de Ras Dika y ont pris part. Cette rencontre a permis de sensibiliser les jeunes et de les encourager afin qu'ils ne quittent pas le système scolaire. L'accent a été mis également sur l'enseignement de base et ses acquis dès les classes préparatoires, sur l'apprentissage des langues maternelles et des langues internationales dans l'anglais qui offrent plus d'opportunités dans notre monde actuel. Rappelons que le centre Imon English Language cherche à réinsérer dans le système éducatif les jeunes déscolarisés et leur faire apprendre l'anglais. L'entente ainsi de les récupérer en leur
offrant une nouvelle chance pour ne pas abandonner l'école ou leur cursus scolaire, promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme et la devise de cette association. Fidèle à leur franc-parler, le président de la commune de Balbala et le président de l'association n'ont pas manqué de souligner que la maîtrise des langues constitue de puissants instruments de réussite dans la vie. Passons à l'actualité à travers le monde. À présent, en Afghanistan, 50 personnes au moins ont trouvé la mort dans une vague d'attentats dont 5 humanitaires émiratis. Une vague d'attentats particulièrement meurtriers a secoué hier l'Afghanistan. Au moins 50 personnes ont péri. À Kaboul, la capitale, 2 attentats suicides se sont produits simultanément près du Parlement afghan. En fin de journée, au moins 30 sont mortes et 80 blessés ont été pris en charge par les secours. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les deux explosions ont été revendiquées par les talibans, mais 2 autres villes ont également été ciblées au sud du pays, dans les provinces du Helmand et de Katandar, 2 bastions des talibans. Aux États-Unis, le président Obama a fait ses adieux, les larmes aux yeux. Il a prononcé hier dans sa ville de Chicago son dernier discours en tant que président de la première puissance mondiale. C'est un discours plein d'émotions que le président sortant des États-Unis a donné hier à Chicago devant la foule rassemblée. Le démocrate Barack Obama a défendu point par point son bilan après 2 mandats présidentiels, le maximum autorisé par la Constitution américaine. Si je vous ai dit il y a 8 ans que l'Amérique inverserait une grande récession, si je vous avais dit que nous ouvrirons un nouveau chapitre avec le peuple cubain, que nous stoppierons le programme nucléaire iranien sans une goutte de sang et que nous débarrasserons du cerveau du 11 septembre, si je vous ai dit tout cela, vous auriez pensé que l'on mettait la barre un peu trop haut. Mais c'est ce que nous avons fait. L'Amérique est plus forte qu'à notre arrivée. Barack Obama a conclu le dernier discours de sa présidence en reprenant son célèbre slogan de campagne « Je vous demande de croire, pas en ma capacité de changer les choses, mais en la vôtre. Oui, nous le pouvons. Oui, nous l'avons fait. » Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Place maintenant au focus. Samantha Série, bonjour. Bonjour Asma. Et ce focus nous emmène alors en Angleterre. Et concernant le Brexit, une question primordiale alors se pose. Y aura-t-il un accord d'échange, de libre-échange entre Londres et Washington? Oui, Asma, ce n'est pas du tout une priorité pour l'administration Obama. L'administration Trump, elle semble avoir un tout autre avis. C'est qu'elle rapporte le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, de retour à Washington, où il a rencontré les conseillers du président élu Trump. Le Parlement doit plutôt savoir qu'une quantité énorme de bonne volonté existe au Capitole vis-à-vis du Royaume-Uni et qu'il est largement entendu et qu'il est temps de boucler un accord libre-échange, a-t-il lancé. On sait que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Les grandes banques présentes à Londres le savent. On attend d'avoir plus d'informations sur la stratégie des autorités britanniques. Elles s'inquiètent de perte de l'accès du marché unique européen une fois le Brexit Act. Certains envisagent déjà de relocaliser plutôt une partie de leurs employés sur le continent. Et en Islande, 8 mois après le scandale des Panama Papers, un nouveau gouvernement pour le pays. Oui, Asma, après les élections législatives d'octobre dernier, l'Islande est en passe de se doter enfin du nouveau gouvernement de coalition. 8 mois après le scandale des Panama Papers, le Premier ministre islandais menace de dissoudre le Parlement qui avait provoqué la démission du précédent Premier ministre. Le pays serait de nouveau dirigé par une majorité conservatrice. La coalition sera menée par l'ancien ministre des Finances. La nouvelle majorité prévoit notamment un référendum en fin de mandature ou encore l'adhésion à l'Union européenne. L'Islande avait frappé à la porte de l'Union européenne en 2009, mais cette demande de candidature avait été retirée en 2015. Merci Samuel pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.